Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro du Big Data Hebdo. Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Et on essaye, dans des épisodes qui certes sont pas très réguliers ces derniers temps, je dois admettre, de vous décortiquer soit l'actualité, soit d'avoir un invité qui vient nous parler de sa société, d'un sujet, d'un projet qu'il a pu réaliser, soit de faire des dossiers un peu plus thématiques où on essaie de rentrer un peu plus en profondeur sur certains sujets qu'on a pu traiter tout au fil des épisodes et sur lesquels certains d'entre vous, dans le Slack de ce podcast, ont pu nous interpeller en disant on aimerait bien avoir une explication sur un sujet. Et effectivement, ces derniers temps, on a beaucoup parlé des formats de fichiers, de Parquet, d'iceberg, de Delta, et aussi plus récemment de Duck Lake. Et donc, on a décidé de faire un épisode un peu consacré à ça pour vous refaire un panorama de ces technologies et vous aider à mieux comprendre tout ça. Et pour cet épisode, je suis accompagné par mon ami Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Vincent, ça va très bien et bah oui, content de revenir aux sources du stockage de données parce que, comme on dit, pas de data, pas d'IA et bon, mon métier étant effectivement de monter des architectures plutôt d'applications IA, on a quand même besoin un peu à un moment d'aller chercher de la donnée source et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et oui, on rappelle pour nos auditeurs que tu es architecte IA chez Expertime à C'est Nantes. ça, à Nantes. Et pour ma part, je suis Vincent Huchling. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'heureux cofondateur de ce podcast. On a déjà enregistré plus de 215 épisodes, si ma mémoire est bonne. Et quand je ne fais pas ça, j'accompagne mes clients pour les aider à construire des infrastructures data et IA qui pourront changer leur métier. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et puis il y a peut-être un premier point sur lequel il faut un peu positionner les choses, c'est mais finalement, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer ce type de nouveau format de fichier? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de faire évoluer les choses? Parce que historiquement, on était assez heureux, on avait des fichiers CSV, et puis à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était quand même pas la panacée pour pouvoir faire des choses un petit peu plus smart d'un point de vue data et IA. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est passé à ces fichiers Parquet dans un premier temps et que ensuite les fichiers Parquet n'ont pas suffi? Si on revient un petit peu en arrière, au départ, on faisait essentiellement du batch processing. Voilà, on n'avait pas forcément des besoins d'accessibilité, mais néanmoins, on s'est toujours rendu compte que les infrastructures avaient la vitesse des disques comme premier facteur limitant. Et donc, on s'est assez vite rendu compte que stocker les données dans un format brut, c'était pas l'optimal parce qu'on lisait des tonnes et des tonnes d'octets avec souvent des redondances, souvent des choses qui ne pouvaient pas forcément être compressées. Et donc, le fait d'avoir un format un petit peu plus binaire, qui puisse être compressé, qui puisse amener des choses un peu intelligentes pour stocker les données, c'est ça qui a fait qu'on a vu apparaître Avro, puis ensuite Parquet, pour pouvoir mieux répondre à tout ça. Bah, venant moi du monde statistique et de l'exploitation des données dans un tableur avant de passer à la partie base de données. Effectivement, on a quand même une limitation dans Excel. Alors Excel, c'est bien parce que les cellules sont RTP, c'est pas exact, c'est un peu plus formaté, on va dire, auto-formaté. Mais le CSV, lui, par contre, ne gère aucun format. Alors c'est génial le CSV parce qu'il n'y a rien de plus brut. On commence à voir intégrer des points-virgules dans nos contextes régionaux. Mais en tout cas, on perd effectivement toute trace de typage des données. Et ça, c'est quand même le point négatif qui fait qu'il fallait autre chose. Et après, bien sûr, on va parler des volumétries qui ont Effectivement, augmenté et de la nécessité de compresser. il faut considérer que même si vous utilisez du JSON pour faire transiter vos données, dès lors que vous utilisez un format non typé et qui n'a pas de schéma, parce que le principe c'est ça, c'est qu'il n'a pas de schéma, considérez que vous ne véhiculez que du texte. Voilà. Même si dans le JSON, on pourrait dire, ouais, attends, il y a quand même des champs dates, il y a quand même des champs numériques, des choses comme ça dans un JSON, dans la norme. Ouais, mais à la fin de l'histoire, ça reste des choses non typées. Donc, avec un risque qu'à un moment donné, il y a un changement et que ça casse tout. Moi, je vois la plupart des pipelines que j'ai montés pour des clients et qui se sont mis à avoir un dysfonctionnement. Eh bien, c'est dû généralement à la lecture du fichier CSV en entrée. Le dysfonctionnement qu'on rencontre. Parce que
système qui exporte les données a évolué parce que plein de choses. Et donc, parce que il y avait un cas de figure qui a jamais été traité dans les phases de recette d'une donnée avec un séparateur qui change, avec le fait d'insérer le truc le plus grand classique du rire, hein, c'est le séparateur qui avait été prévu au départ, il est à un moment donné dans un champ texte. Et on se retrouve avec une colonne de plus sur un enregistrement. Je veux dire, c'est le truc infernal. Donc, effectivement, moi, maintenant, ma première étape dans tout ce que je monte, c'est commencer par transformer cette donnée en entrée dans un format qui va être plus stable dans le temps. Et on va parler maintenant du fichier Apache Parquet, qui est vraiment la base de tout. On a déjà dans pas mal d'épisodes fait des explications sur ce sujet-là, mais on va reprendre très vite ce que c'est que le stockage colonne. Ce qu'il faut comprendre d'un fichier Parquet, c'est que au lieu d'un CSV où vous lisez ligne à ligne les données, dans un fichier Parquet, les données sont stockées. Alors, il y a des gens qui ont fait des explications très pointues sur le fait de dire les données sont stockées par row group, où il y a une série de groupes de données qui permettent de ne pas lire le fichier en son entièreté si on veut accéder qu'à une partie du fichier. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où on avait au départ, dans un fichier Parquet, dans un fichier CSV, pardon, des données qui étaient au format row, c'est-à-dire ligne par ligne. Là, on se retrouve avec un format colonne, c'est-à-dire que la première colonne est stockée séparément. Et donc, ça prend tout son intérêt parce que il vous aura pas échappé que dans le monde de l'analytique, il y a très souvent beaucoup de colonnes, certes beaucoup de lignes, mais on multiplie le nombre de colonnes de manière importante pour avoir un nombre de features très important qu'on va vouloir utiliser, notamment pour faire de l'IA ou du machine learning. Et ce grand nombre de colonnes, aussi, c'est aussi avec le concept du one big table, qu'on va voir parfois en modélisation, ce grand nombre de colonnes fait que si vous voulez lire une seule ou deux ou trois colonnes d'un fichier qui en a 50 ou 100, ce qui peut arriver assez fréquemment, eh bien, si vous n'avez pas un format colonne pour stocker ces données, vous allez, à chaque fois que vous voulez lire quelque chose, lire 47 colonnes qui ne servent à rien, au lieu de vous concentrer sur les 3 colonnes qui vous intéressent. Et donc, si on devait faire une analogie rapide avec le SQL, c'est un peu finalement l'intelligence qu'on peut avoir quand on fait un select et qu'on rajoute les noms des champs qu'on veut vraiment avoir, plutôt que de faire select étoile. Et exactement. Si on le dit ça, voilà, n'importe qui a 2 semaines d'expertise en SQL a compris cette chose-là. Et on transpose finalement cette logique sur le fichier. Regardez à quelle vitesse votre requête SQL répond quand vous faites un select étoile et quand vous faites un select en nommant 2 colonnes, et vous allez tout de suite comprendre effectivement l'intérêt de la chose. Alors il y a d'autres intérêts qui sont super intéressants, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le fait d'avoir très souvent dans ces fichiers beaucoup de données redondantes. Qui dit données redondantes dit que des algorithmes de compression peuvent être super efficaces là-dessus. Et surtout qu'il y a des algorithmes de compression super intelligents. Moi, j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Notamment les algorithmes de compression qui gèrent la redondance d'informations et qui sont capables de dire, eh bien, finalement, je vais créer un dictionnaire avec les valeurs les plus fréquentes qu'il y a dans une colonne. Enfin, avec toutes les valeurs, pardon, de la colonne. Et au lieu de stocker une chaîne de caractères qui ferait 20 ou 25 caractères, par exemple, je vais stocker à un seul endroit ces 20 ou 25 caractères et je vais ensuite juste mettre un index dans chacune des emplacements dans la colonne. Ce qui fait qu'on a une capacité à scanner les données beaucoup plus rapide que celle qu'on avait auparavant. Il y a même encore plus malin, c'est imaginons par exemple qu'on ait une colonne où il y ait l'année et qu'il y ait une deuxième colonne qui est le mois, par exemple. On va se retrouver avec 2025 sur un nombre d'enregistrements complètement fou et de manière contiguë. Et là, le mode dictionnaire dont on vient de parler à l'instant est encore augmenté, c'est-à-dire qu'au lieu de donner l'index de la valeur dans le dictionnaire pour sur chacune des lignes, il va juste stocker à part de dire, dans cette colonne-là, de l'enregistrement 1 à l'enregistrement 5000, j'ai cette valeur-là. Donc on stocke finalement que le début et la fin de la plage dedans. Donc on arrive avec des niveaux de performance, des augmentations de niveau de performance complètement délirants, aussi bien en termes de taille de stockage que en termes de vitesse d'accès. Et donc ça, c'est assez fabuleux. Et donc le stockage, il va être fait de la manière suivante. On va réunir tout ce set de colonnes qui fonctionne, tout ce set de colonnes qu'on a pu extraire
au lieu, on pourrait se dire, ah, on va faire un seul morceau de fichier avec toute la colonne en entier. Non, on va faire ça par regroupe, ce qui permet de dire, bon ben voilà, les valeurs qui vont de telle valeur à telle valeur sont dans ce groupe-là. Et donc, on a une structure très hiérarchique pour descendre à l'intérieur du fichier. Et donc, de pouvoir aussi rapidement savoir quel regroupe il faut aller interroger. Et ça, c'est vraiment super rapide. Et typiquement, moi, c'est une des démos que je fais souvent quand je fais notamment avec DuckDB, de la lecture de fichiers parquets. Je lis un fichier parquet de 500 mégas qui est à distance. Et en une demi-seconde, ça répond. Si je veux faire un select count étoile ou un group by des valeurs significatives et ainsi de suite, en quelques secondes, j'ai ma réponse. Donc effectivement, on lit pas les 500 mégas parce que c'est une autre feature des fichiers parquets qui est le fait d'avoir des statistiques embarquées dans non pas le header, mais le footer du fichier parquet, qui fait qu'on sait que dans tel row group, on a telle valeur qui va de telle valeur à telle valeur, on connaît les moyennes, on connaît les choses comme ça, on a les null count, donc faire un describe de la table pour savoir, ou je sais plus, l'équivalent dans Pandas de ce qui permet de savoir un peu le pédigré d'un dataset, avec des fichiers parquets, c'est hyper rapide parce que ces valeurs ont déjà été stockées au préalable dans le fichier parquet. Alors, tu viens de faire, je sais pas si tu en es rendu compte, tu viens de parler de table à la place de fichier. Et c'est intéressant parce que justement, tout ce que tu décrivais à l'instant, c'est clairement une logique d'indexation de table en base de données. Et, Eh ben, on est bien d'accord. Tout à fait. et alors, je reprends la distinction parce que quand on va basculer côté data et iceberg, on parlera justement plutôt de table et non pas de fichier. Mais moi, si je reprends si tu me fais un peu là aujourd'hui l'avocat du diable des métiers, on va repris leur fichier CSV, on les a mis dans des parquets. Ouais, mais quand ils font double-clic dessus, ils peuvent plus l'ouvrir dans Excel. Et je pense que c'est quelque chose qui, ça va, c'est très concret, hein, mais on est d'accord qu'on a été chercher de la performance. Par contre, on rajoute une couche d'outils, on rajoute ici des choses plus techniques qui vont permettre de les exploiter. Euh, Même si c'est en Et train, c'est vrai je qu'au pense là aussi de se départ, démocratiser. de l'aventure, ça, c'était fait exclusivement pour être travaillé avec des clusters Spark. On va être clair, hein. L'outil de base pour utiliser ça, c'était des clusters Spark. Et puis depuis, on a vu apparaître des acteurs comme Trino, Starbust et autres, qui sont des SQL Engine, qui ont eu cette capacité à aller lire ces fichiers parquets et pouvoir permettre de faire des requêtes dessus, de la même manière que l'on faisait des requêtes sur des engines SQL classiques. Typiquement, et aussi, certaines engines SQL classiques sont capables d'aller créer des tables virtuelles basées sur ces fichiers parquets, puisque on a, entre guillemets, la chose principale qu'attend un moteur de base de données, c'est un schéma stable de la donnée sous-jacente. C'est-à-dire que si vous dites à un moteur de base de données, je vais vouloir faire une table virtuelle sur un truc qui peut être fluctuant comme le fichier CSV qu'on a vu juste auparavant, ça marchera pas bien. Alors que là, finalement, maintenant qu'on a un schéma stable, qu'on a fait un schema on write, pour être clair, voilà, plutôt que d'être schema on read, on est schema on write. Et ben, fondamentalement, les moteurs de base de données peuvent constituer, alors tous, hein, Postgre le fait, BigQuery le fait, tous les moteurs du marché sont capables d'aller lire des fichiers parquets qui sont mappés sur une vue, sur une table virtuelle, une vue, je sais pas trouver le bon terme. Et ça nous fait un peu le bridge avec, souvenez-vous, nos data warehouse à un moment donné ont évolué en mettant un data lake à côté du data warehouse. Et puis finalement, les gens de Databricks sont arrivés avec ce concept du lake house qui a permis à un moment donné de faire le meilleur des deux mondes. Finalement, c'est de se dire, j'ai un stockage banalisé dans du stockage pas cher, qui est le stockage objet qu'on trouve chez tous les cloud providers. Et au-dessus de ça, j'arrive à mettre un peu de metadata pour créer des tables. Et ces tables, je les rends interrogeables comme si elles étaient des vrais warehouse, des vrais data warehouse. Et donc, c'est un petit peu cette histoire qu'on a vu apparaître après au-dessus de ces fichiers parquets. Et donc, dans la première itération du lakehouse, on était encore sur des fichiers parquets les plus standards. Et si on revient juste ici sur l'émergence du data lake, parce que finalement, on pourrait se dire, mais pourquoi on nous a rajouté cet outil-là, alors que pour faire de la BI, de l'analytique, on avait des warehouses, ils scalaient sans problème, on était sur les architectures MPP, multi-parallel processing,
Il n'y avait pas forcément, moi, j'ai pas souvenir à l'époque de cas où on saturait vraiment ce type d'architecture. Il faut se remettre en contexte aussi. On était vraiment dans les années d'émergence du big data, avec la vague NoSQL aussi, et la déferlante, c'est plus qu'une vague là, mais de petits fichiers. Voilà, Mm. je pense que tu as vécu ça aussi sur des projets où les développements applicatifs très orientés justement NoSQL, JSON, etc. envoyer vraiment des tout petits bouts de fichiers, des tout petits bouts d'informations. Alors d'un point de vue applicatif, ça devait être très pratique. Mais en tout cas, quand on regardait la chose avec un regard analytique, on se dit mais là j'ai 100 000 fichiers qui m'arrivent tous les jours. Comment ma moulinette de BI va faire pour me calculer le compte total de Exactement. mon indicateur. Et on est arrivé justement, alors avec les architectures médaillons et ce type d'approche aussi plus, plus progressive, on est arrivé à compresser, à compacter, enfin récolter tout ça, le mettre dans un même fichier qui effectivement était plutôt le parquet à cette époque-là, et avoir une lecture plus facile, enfin, plus efficace derrière. Ouais, et puis tu touches effectivement aussi à un petit sujet qui est pas neutre, qui au départ, si on est biaisé et qu'on veut embellir la mariée au maximum, on n'en parle jamais, mais qui est le fait qu'un data lake, les données s'update assez mal, pour résumer. D'où le fait qu'on a cet éparpillement de fichiers avec des petits fichiers, parce qu'on s'est dit, bah, finalement, vu que je sais pas updater mes fichiers, je vais faire des petits fichiers, comme ça je réécris le fichier complet quand j'ai un update à faire. Ok, super, mais en lecture, ça devient une catastrophe. On sait qu'à peu près les stockages de type S3, Azure Data Lake Gen 2 et Google Cloud Storage ou même du S3, c'est des choses où il faut faire des fichiers de 128 mégas minimum si on veut avoir des performances qui soient pas trop catastrophiques. Donc vous imaginez, vous updatez une ligne à l'intérieur de ça. Et rapidement, l'enfer démarre. Hein. Ça devient vraiment catastrophique de ce point de vue-là. Et puis, on s'est rendu compte aussi assez rapidement que sur ces histoires de lakehouse, qu'il y avait un vrai sujet autour de l'évolution des schémas, la capacité de pouvoir faire du time travel, c'est-à-dire que vous n'avez qu'une seule version de vos données. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous voulez revoir comment était votre donnée il y a 8 jours, vous allez être vraiment en difficulté pour pouvoir avoir du point in time là-dessus. Donc, c'est plein de choses qui sont arrivées dans les problèmes inhérent avec ce lakehouse et sur le fait qu'on se rende compte qu'il y a un problème de consistance, qu'on n'arrive pas à avoir une gouvernance qui soit fiable au-dessus des données. C'était un peu quand même en vrac, hein, l'histoire du data lake / lakehouse et premières itérations du lakehouse. Et donc, c'est ça qui... Je reprends ton exemple parce qu'il je pense qu'il est assez significatif. Ton exemple de restauration, on se pose la question comment était la data de la production il y a 8 jours. On va restaurer le backup. On va le restaurer dans l'environnement de pré-production ou de staging. Bon courage parce qu'il va falloir déjà faire transiter le fichier du Ouais, backup dans voilà. un environnement qui est pas dimensionné pour le remonter. Il va falloir attendre que ça recharge et c'est quelques jours d'investigation. Enfin, en tout cas, moi quand j'ai commencé dans la data, on était sur ces scénarios-là et Et on espérait ne pas avoir les faire trop sourds. Hein. si vous êtes dans le cloud, foncièrement, cette opération ne serait-ce qu'une opération de copie, de dire, ouais, ok, je vais faire une copie de mes données. N'oubliez pas que le premier inducteur de prix de votre cloud provider sur le stockage objet, c'est les terabytes qui sont stockés. Mais il y a quand même aussi le nombre d'opérations. Donc, si vous avez des petits fichiers, le nombre d'opérations finit par vous coûter une fortune. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Et donc, si vous voulez commencer à faire de l'archivage avec des copies des données, là, ça va rapidement devenir n'importe quoi. Et donc, c'est là que, c'était le premier à tirer, hein. C'est finalement Databricks qui est arrivé à un moment donné avec Delta Lake. Alors, on redemandera à nos amis de Databricks à quel moment Delta Lake est arrivé. Mais Delta Lake, le principe était assez simple de dire, OK, on va séparer les fichiers parquets pour supporter la donnée de la métadonnée qui est autour, qui va permettre de savoir d'avoir un peu d'informations sur le cycle de vie de ces fichiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a un transaction log qui est écrit à côté des fichiers parquets et on sait que cette table, puisque là, finalement, on va se retrouver avec une table, hein, Delta Lake, c'est une Delta Table, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va commencer à matérialiser la table et toutes les métadonnées qui vont permettre de savoir quel est l'état de cette table à un instant T,
on les stocke dans un log qui est une structure JSON qui est à côté et qui permet d'avoir quelque chose d'atomique. Alors ça veut dire que pour lire la donnée qui est dans les fichiers parquets, il faut d'abord lire le transaction log et ensuite on va resynthétiser l'ensemble des données qui sont dans les fichiers parquets puisque on va avoir à chaque update un nouveau fichier parquet qui va être écrit. Et je dis bien à chaque update, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'ajout de nouveaux enregistrements, mais ça peut aussi être la mise à jour d'un enregistrement qui était présent dans le précédent fichier. Et donc, si vous lisez les fichiers parquets sans passer par ces transaction logs, vous allez vous retrouver avec des lignes dupliquées. Vous allez voir même vous retrouver avec des lignes qui ont censé être dilétées et qui sont indiquées comme ayant été dilétées dans le transaction log, qui apparaîtront encore dans ce que vous allez lire. Donc, on se retrouve avec quelque chose où on va plus lire les fichiers parquets de manière brute, mais on va les lire au travers d'une API qui va permettre d'analyser le transaction log et de resynthétiser les fichiers dans le bon ordre. Donc, foncièrement, là par contre, une énorme optimisation, puisque le problème de time travel dont on parlait à l'instant, il devient super facile, puisque vous prenez le transaction log, vous vous mettez sur un point dans le temps, dans le passé, et vous regardez qu'est-ce qu'il y avait dans le transaction log jusqu'à cette date-là, et vous allez aller lire les bons fichiers parquets, puisque les fichiers j'ai oublié de le préciser, ces fichiers sont évidemment immutables. Ils n'ont jamais été transformés ni quoi que ce soit. Donc là, youpi, on a géré à peu près tout ce qu'on voulait gérer là-dessus. On a résolu tous nos problèmes. On a des schémas. On a une capacité à gérer aussi, on a une capacité à gérer l'évolution de schéma, puisque dans le transaction log, on a la capacité à avoir à un moment donné le mapping, de dire tel et tel fichier parquet jusqu'à cette date-là sont avec ce schéma-là. Et à partir de cette date-là, dans cette table, on a cette colonne-là en plus qui est apparue ou cette colonne qui a été supprimée. Et puis on est capable à ce moment-là d'avoir effectivement des choses super faciles à synthétiser. Donc c'est vraiment un truc qui change la vie dès lors que vous avez quelque chose avec un cycle, que vous voulez avoir une attention sur le cycle de vie. Si votre truc c'est tous les jours je récupère un export complet de ma base de données et j'annule et remplace le précédent, bon, ok, on peut se poser la question d'utiliser Delta. Mais on voit, on anticipe quand même aussi le fait que ce fameux fichier de JSON qui accompagne le parquet là, pour former la table Delta, si on s'amuse à faire des snapshots ou si on veut un retour sur historique toutes les demi-heures, on va vite exploser la partie Absolument. JSON. Donc on va avoir des stratégies d'optimisation qui vont être aussi inhérentes à ce Et effectivement, et puis j'entends déjà certains dire, ouais, non, mais attends, ok, donc on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de fichiers. Si j'ai fait des updates, j'ai des fichiers de delete, j'ai des fichiers d'update, j'ai des fichiers de nouveaux enregistrements. Ça devient une quantité astronomique de fichiers à lire pour pouvoir lire quelque chose. Donc évidemment, il y a des stratégies de compaction qui vont s'appliquer, comme dans toutes les bases de données distribuées, hein, tout autant qu'elles sont. Hein. Il y a à un moment donné une stratégie de compaction où je reprends ces trucs qui ont une granularité, qui sont devenus un véritable morceau démental avec plus de trous qu'autre chose. Et puis à un moment donné, j'en refais quelque chose de plus compact et de plus facile à utiliser. Donc, on ne coupe pas au fait qu'à un moment donné, si on veut de la performance, il faut un peu entretenir tout ça et faire qu'on soit facile à utiliser. Et donc, ces fichiers Delta, ce format Delta, c'est un format standard, c'est un format ouvert. Vous pouvez l'utiliser bien évidemment avec autre chose que Spark, même si Spark reste encore la voie royale pour utiliser ce type de fichier. Vous pouvez parfaitement l'utiliser avec du Python, avec plein de choses, avec du Rust. Je sais qu'il y a des bindings en Rust, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont capables de parler en Delta. Et le format JSON, pour moi, pour être descendu dedans et avoir creusé dedans, il est quand même facile à appréhender pour pouvoir regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et pouvoir comprendre ce qu'il faut lire. Donc, je dis pas qu'il faut réinventer la roue, mais si vous n'aviez pas d'adaptateur Delta pour votre plateforme, vous pourriez relire des fichiers Delta et comprendre ce qu'il y a dedans assez facilement, finalement. Et là où les métiers de la data se sont, j'ai l'impression, un petit peu transformés aussi, quand je reparle de cette fameuse époque où la base de données était un peu la reine du stockage pour l'analytique, on avait des DBA, Oracle certifié. Mais c'était des personnes qui étaient absolument clés sur des projets parce que c'est des personnes qui allaient vous faire passer votre requête SQL de 10 minutes à 30 secondes. Et là,
on voit qu'on arrive à faire de l'analytique avec du fichier. Alors, fichier, effectivement, qui devient une table au sens, en s'appuyant sur les métadonnées. Et qu'est-ce qu'il va faire là qu'à nouveau, la finalité, ça reste toujours de faire ce fameux select, hein. Qu'est-ce qu'il va faire que le select va être efficace? Il y aura aussi la stratégie de partition qu'on va définir sur ces fichiers-là. Et j'ai l'impression que la réflexion s'est un peu décalée entre effectivement la stratégie d'index qu'on pouvait penser dans les bases de données vers ces stratégies de partition pour appliquer aux fichiers comme parquet. Ouais, non, mais t'as raison que il y a eu une transposition du métier de DBA et c'est assez facile de constituer un data lake, un lakehouse à partir de fichiers Delta, le faire perdurer dans le temps et être capable de le scaler requiert de faire les choses de manière un peu plus maligne que la moyenne, quoi. Donc évidemment, Delta était l'émanation de Databricks et il y a des gens qui sont dans l'open source, qui font du Spark dans l'open source, qui se sont dit non, mais attendez, nous on va faire quelque chose de il y a toujours des velléités à refaire des choses de manière plus maligne. Et la preuve, et c'est Netflix qui, à un moment donné, a dit, OK, nous, on va faire un format qui s'appelle Apache Iceberg. Vous avez sûrement entendu parler d'Iceberg, puisque c'est celui qui est le plus répandu aujourd'hui, parce que Delta est quand même très cantonné au monde Databricks et au monde Microsoft, puisqu'on trouve Delta, c'est la pierre angulaire de Fabric, hein, dont on a déjà parlé. Mais Iceberg, lui, est beaucoup plus répandu, beaucoup plus utilisé. Et Iceberg reprend le même principe, hein, j'ai des fichiers parquets, j'ai des fichiers parquets d'update, j'ai des fichiers parquets de delete, où je mets les enregistrements que je delete, j'ai toutes ces choses-là, et j'ai de la métadonnée à côté qui me permet de trier ça. Mais eux, ils sont allés un peu plus loin dans la métadonnée avec quelque chose de beaucoup plus granulaire, de beaucoup plus riche en termes de métadonnées. Et beaucoup plus compliqué aussi, puisque vous allez retrouver effectivement des manifestes qui listent les fichiers et qui ont les statistiques liées à ces fichiers. Vous allez avoir des manifestes listes qui sont l'agrégation de tous les manifestes que vous avez de manière sous-jacente. Vous avez ensuite des metadata files dans lesquels vous allez avoir la manière dans laquelle le schéma est constitué, le partitioning des données dont on parlait à l'instant pour avoir la performance, les informations relatives au snapshot. Et ensuite, vous allez avoir... Et donc, tout ça, ce sont des fichiers JSON, des fichiers Avro, des choses comme ça. Et vous allez pouvoir ensuite avoir de l'isolation des différents snapshots avec des métadonnées spécifiques. Donc, là où je disais tout à l'heure que lire le transaction log de Delta est un truc assez facile, faire la même chose avec Iceberg, ça devient un peu plus complexe. On va être très clair. Quand moi j'ai regardé l'autre jour le code de l'extension Delta pour DuckDB et j'ai regardé le code de l'extension Iceberg pour DuckDB, c'est pas tout à fait la même chose, hein. On va être clair que c'est pas le même niveau de complexité là-dessus. Mais bon, ça arrive effectivement avec un nouveau de choses super intéressantes qu'on va avoir du mal à faire en Delta. Typiquement, la capacité à avoir du partition pruning, le fait de pouvoir faire du predicate pushdown. Alors, predicate pushdown, c'est quoi? C'est de dire finalement, quand j'ai un ordre SQL, je suis capable d'aller targeter les bons fichiers de manière très très fine et ainsi de suite, de pouvoir faire du file skipping. Comme j'ai des statistiques détaillées sur chacun des fichiers, j'ai pas besoin d'aller lire chacun des fichiers parquets pour savoir ce que je dois lire. Vous vous souvenez, on disait tout à l'heure, dans un fichier parquet, vous avez en footer du fichier parquet, vous avez les statistiques. Et là, finalement, ces statistiques, je les ai au préalable. Et donc, on a vraiment des choses intéressantes de ce point de vue-là qui se payent au prix d'une complexité technique un peu plus importante. Mais finalement, quand même, une convergence de fonctionnalités entre les deux. Absolument. Puisqu'on retrouve la capacité de faire des transactions, le fameux time travel qu'on retrouve l'état des données il y a quelques jours, quelques versions, le fait d'être permissif sur les évolutions de schéma. Bien sûr. Donc on est quasi. Après, c'est peut-être plutôt le contexte d'exécution qui va apporter la différence entre les deux. Et le job du DBA reste sensiblement le même. Pour résumer, l'optimisation de performance, c'est les mêmes concepts, hein. On a le même truc de
de réagréger les fichiers quand il faut les réagréger, de faire tout ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment important. Alors après, il y a effectivement des différences. Je l'ai cité tout à l'heure. Euh, L'un est à son origine totalement open source, l'autre est avec une société qui est derrière, qui l'a open sourcé, mais qui garde la mainmise sur la gouvernance. Hein, voilà, vous avez un truc qui est entre guillemets très propriétaire Databricks, même si nos amis de Databricks qui viendront assurément, comme chaque début d'été, nous parler de leur Data and AI Summit, nous dirons peut-être les choses différemment. Mais effectivement, là, par contre, on a souligné juste avant la différence de structure pour la metadata. Et là, c'est certain qu'il y en a un qui est très différent de l'autre en termes de manière laquelle la metadata est structurée, quoi. Euh, voilà. C'est clair qu'à un moment donné, il y a vraiment des choix à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu confrontés à quel format je vais prendre. Quel format je vais prendre parce que foncièrement, à un moment donné, je vais être vraiment face à un souci là-dessus. Et sachant que effectivement, on va pas se voiler la face. Ça reste des choses où si vous n'avez pas d'outillage autour de ces fichiers, à un moment donné, ça devient dur à utiliser. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu parlé dans des épisodes précédents de la nécessité d'avoir un catalogue pour gérer ces, ces, ces fichiers. Et foncièrement, c'est les choses qu'on a vues apparaître un petit peu derrière, c'est de dire, ben voilà, finalement, j'ai besoin toute la metadata, plutôt que d'aller lire des tonnes de fichiers sur le disque, je vais les centraliser dans un catalogue. Donc le catalogue, en fait, il va faire proxy par rapport à cette metadata. Et il va mettre un petit peu entre guillemets en cache là-dessus. Ça va me permettre de mettre un peu de gouvernance, de savoir, de dire, attends, tel utilisateur, je vais lui donner accès à tel snapshot, pas tel snapshot, à telle donnée, à telle table, pas à telle table, et ainsi de suite. Et d'avoir aussi un schema registry. Vous vous souvenez, quand à chaque fois qu'on a des formats de données, des choses qui sont sérialisées, c'est vachement bien d'avoir un schema registry. J'interroge ma schema registry, je récupère l'ensemble des champs que je peux avoir dans un enregistrement auquel je vais pouvoir accéder, plutôt que d'être en mode discovery, j'ouvre l'enregistrement et j'essaie de savoir ce qu'il y a dedans, ou même de récupérer le schéma juste au moment où je lis. Donc ça, c'est vraiment les choses qui existent là-dessus. Alors pour le schema registry, vous vous souvenez, on vient quand même d'un monde où il y avait du Hadoop à l'origine. Il y a encore des gens qui utilisent le Hive Metastore pour pouvoir stocker leur schéma. Ça requiert d'avoir un Hadoop. Donc si vous avez encore un Hadoop, vous pouvez faire du Hive Metastore, mais par contre ne faites pas de l'Hadoop juste pour avoir un Hive Metastore, je pense que ce serait une erreur là-dessus. Et puis sinon après on va retrouver tous les providers, tout ce temps qui ont leur catalogue. Databricks a évidemment son Unity Catalog. Tabular était une solution commerciale qui permettait d'avoir l'équivalent pour Iceberg. Il y a évidemment il y a un catalogue avec Iceberg qui est avec Iceberg, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Polaris comme catalogue. Bref, il y a plein de catalogues. Globalement, tous ces catalogues, ils fonctionnent de la manière suivante. Ils vous exposent un endpoint d'API que vous pouvez aller consulter pour pouvoir récupérer des pointeurs vers la donnée sous-jacente. Et donc pouvoir être assez facilement interopérable de ce point de vue-là, quoi. Donc voilà, c'est clairement euh, les sujets qu'on va trouver là-dessus, c'est clairement un petit peu euh, comment organiser, comment être capable de faire des choses vraiment très précisément, sachant que ces catalogues vont pas forcément permettre de solutionner les problèmes qu'on avait auparavant de compaction automatique, de nécessité de gérer les partitions. Ils vont pas le faire pour vous, mais ça va être quand même un très bon support à tout ça. Et ce qu'on sait, c'est que c'est de toute façon devenu une bataille assez forte. On a vu il y a un an, c'est Databricks qui avait racheté, des technologies de catalogue pour pouvoir avoir une intégration plus forte avec et pas avoir que leur Unity Catalog. Snowflake a fait pareil en open sourçant leur catalogue. Je crois que c'est Polaris, si le nom euh, m'échappe pas. Il y en a un qui est assez marrant dans ces catalogues, c'est Nessie.
Nessie, donc c'est un catalogue qui est totalement open source, je crois qu'il est dans la fondation Apache, Apache, oui. et qui fonctionne avec une stratégie très Git. Et à la Git, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire des branches, de considérer que vous avez des branches sur vos données, ça va faire des snapshots sur lesquels vous allez pouvoir travailler, enfin tout ce genre de choses-là. Donc c'est assez amusant dans la manière de laquelle c'est fait. Mais effectivement, vous allez pouvoir utiliser les API directs de l'ensemble de ces formats de table. Je suis toujours un peu Parquet est un format de fichier et Delta et Iceberg sont des formats de table. Euh, Mais foncièrement, dès lors que vous allez vouloir scaler, il va vous falloir un catalogue. Il va falloir mettre vos métadonnées, les rendre accessibles à de multiples utilisateurs simultanément, enfin tout ce genre de choses-là, quoi. Parce que sinon vous en sortirez pas très rapidement, quoi. Et alors, admettons que j'ai fait le mauvais choix. Si aujourd'hui, suite à l'écoute de cet épisode, certains se disent on est parti sur Delta, il faut qu'on aille sur Iceberg ou réciproquement. Ou en tout cas, si je me retrouve aussi dans des systèmes finalement assez conséquents où les deux formats cohabitent, est-ce qu'on a une interopérabilité? Est-ce qu'on peut facilement convertir l'un dans l'autre? Tu sais bien que dans notre merveilleux monde, il y a toujours une solution à tout problème. Et je crois, je vais rechercher ça, je ne me souviens plus exactement du nom, mais je crois qu'il y a un projet Apache qui s'appelle Apache Xtable ou quelque chose comme ça. Alors, il y a Delta Universal Format qui est si je me trompe pas non plus, l'approche proposée par Databricks derrière Delta Mhm. pour l'interopérabilité avec Iceberg. Sans outil vraiment dédié, en fait, on va être encore sur des processus très manuels où on va, finalement, si on part du Delta, extraire le parquet, Là, remonter sur un format Iceberg et réécrire toute la métadonnée, ce qui peut être assez alors, conséquent. sans outillage spécifique, j'ai eu à le faire. La démarche a été la suivante, elle a été de dire, eh ben finalement, je parcours. Alors je sais plus dans quel sens c'était. C'était d'iceberg vers delta. Je parcours mes snapshots successifs iceberg, parce que évidemment, quand on veut faire ça, autant s'emmerder jusqu'au bout et vouloir reproduire les snapshots dans le temps. On va pas juste reprendre la dernière copie de la donnée, sinon c'est pas marrant. Et donc, à chacun des snapshots, extraire les données, générer, entre guillemets, le fichier parquet afférent et faire une insertion au format delta. Autant dire, c'est quoi quand il y a une vidéo de mecs qui font des trucs un peu casse-gueule et ils mettent en dessous, ne refaites pas ça chez vous. Mhm. Voilà. Si vous devez retenir un truc, c'est ne refaites pas ça chez vous. Hein. Voilà. Ça a été l'enfer, cette histoire. Et foncièrement, voilà, il y a depuis quand même des gens qui sont un peu penchés sur la question. Et il y a par exemple Apache qui a un truc qui s'appelle Xtable, qui est un projet qui est normalement fait pour être interopérable entre les différents formats et d'être capable de dire, bon ben voilà, j'ai une API unique pour pouvoir gérer les différents formats et être capable de réécrire ça. Bon, entre guillemets, on est sur des formats ouverts, comme je le disais tout à l'heure. Relire l'un et transformer la métadonnée de l'un pour faire la métadonnée d'un autre est quelque chose qui est totalement, on pourrait se concentrer à se dire, je reprends juste, je transforme juste le log de l'un pour faire le log de l'autre. C'est tout à fait possible. Euh, c'est pas méchant à faire. Euh, la destination vers Delta est peut-être plus facile que la destination vers Iceberg, je pense, parce que Iceberg, le format, il y a beaucoup de choses qui sont recréées de manière intermédiaire, alors que dans Delta, le transaction log, c'est juste un fichier, c'est juste une série de fichiers JSON. On n'a pas ces formats Avro qui sont faits de manière intermédiaire, ainsi de suite. Je relis en même temps les spécifications d'Apache Xtable et on a UD aussi, hein. Donc les Et il y a trois, UDI, effectivement, il y a Apache UDI qui est un autre pour- format moins répandu, qui va plus être chez les gens qui finalement viennent d'un monde Hadoop ou des choses comme ça, qui veulent avoir un format qui est très orienté dans ce monde Hadoop. Mais effectivement, on a aussi Apache UDI que j'ai passé sous silence lorsque j'ai préparé cet épisode. Et alors, et, et qui est utilisé par Uber. Je suis en train de rechercher là. Il y a une société, ouais, enfin, on est dans les gros de
de la big data. Les sociétés qui utilisent fortement les approches big data, c'est Uber Ouais, tout à pour fait. une C'est partie toujours sur chez, LinkedIn. chez ceux-là hein, qu'on voit poindre ce genre de grosses évolutions et de grosses mises open source de plein de choses. Parce que foncièrement, c'est eux qui ont une capacité d'ingénierie et qui ont un niveau d'échelle qui justifie le fait de se pencher de manière un peu conséquente sur cette typologie de questions, quoi. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour nous, simples mortels, la probabilité d'avoir besoin de refaire de l'ingénierie et de refaire un format table est finalement assez limitée. Et vous allez me dire, c'est presque une transition toute nommée par rapport à ce que l'actualité nous a apporté ces derniers temps et qui a valu à certains d'écrire. Mais pourquoi avoir recréé un format de table? Bon Dieu, c'est pas possible. Et effectivement, il n'y a pas d'épisode, vous savez, sans que je puisse placer un peu de DuckDB dans l'épisode. Alors je l'ai déjà fait puisque j'ai parlé tout à l'heure de comment est-ce que j'avais regardé la complexité des formats de table. Mais récemment, on a les gens de DuckDB Labs qui ont open sourcé un nouveau truc. Alors, ils disent que c'est un produit totalement séparé de DuckDB, oui, ce qui est pas totalement faux. Ils ont sorti Duck Lake. Et Duck Lake, alors, soyons très clairs, la finalité de Duck Lake n'est pas de remplacer Delta ou Iceberg à aucun moment. C'est pas du tout la même vocation, ce sera pas du tout la même vocation d'intégration, mais ils se sont rendus compte d'un certain nombre de choses. C'est que, DuckDB, alors soyons très clairs, ils le disent pas comme ça, mais dans leur motivation, il y a quand même le fait de rendre DuckDB multi-utilisateur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous avez une instance DuckDB qui référence des fichiers parquets qui seraient sur votre disque, eh bien, vous n'êtes pas capable d'être à plusieurs utilisateurs dessus. Donc, ils avaient un vrai sujet là-dessus. Typiquement, moi, j'ai des trucs où on fait de l'analytique sur des fichiers parquets qui ont été référencés dans des vues qui sont dans une base DuckDB. Ben, on peut y accéder quand il n'y a pas de processus d'update en cours, donc c'est quand même pas super, hein, on va être très clair là-dessus, c'était quand même pas pratique. Et là, ça solutionne vachement ça, ils récupèrent le même principe que celui dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez des fichiers parquets qui ont leurs métadonnées, et on va récupérer cette métadonnée qui est dans les fichiers parquets et les mettre dans une base de données. Alors, qui peut être une DuckDB comme base de données, mais vous recognez le mono utilisateur, donc c'est pas marrant. Ou ça peut être effectivement, vous prenez une base Postgre à côté, et donc là on reboucle un petit peu, on revient à la bonne vieille époque quand on avait le Hive Metastore qui était dans une base de données à côté du cluster Hadoop, hein, finalement. C'est-à-dire que pour stocker le Hive Metastore, il fallait quand même une base de données à côté. Donc là on revient un petit peu à la même chose, donc c'est assez drôle finalement de voir que la solution ou l'improvement qu'il peut y avoir sur une solution du marché, c'est d'utiliser une autre solution qui était, entre guillemets, je vais pas dire combattre, mais qui était euh, la solution qu'on voulait plus utiliser. Donc, mais néanmoins, le sujet, il est qu'avec ce Duck Lake, on va se retrouver avec toute une série de tables qui vont être qui vont être avec les métadonnées, qui vont être dans une base de données à côté du stockage. Et donc, avec cette extension Duck Lake, vous démarrez une instance DuckDB, vous chargez l'extension Duck Lake, et vous allez pouvoir faire des selects sur des tables qui vont être la synthèse de plusieurs fichiers parquets à l'intérieur de à l'intérieur de votre data lake. Donc ça marche super bien. Moi j'étais très époustouflé. J'ai traversé le sujet assez rapidement et je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de choses, notamment sur cette gestion des updates, cette nécessité que j'avais jusqu'à maintenant de rematérialiser tous les jours certains fichiers parquets pour pouvoir faire de l'analytique dessus sans devoir lire 12 fichiers parquets. Bah, finalement, là, on a une solution qui est super pertinente là-dessus. Ça marche très très bien puisqu'on se retrouve avec les mêmes principes que DuckDB de pouvoir avoir quelque chose qui marche très très vite. Et l'une des motivations que disait dans sa conférence introductive sur ce sujet Anaïs Mulezen, une de ses motivations, c'était aussi de ne plus avoir à parcourir plein de fichiers de métadonnées avant de commencer à faire une requête. Il dit foncièrement, vous vous rendez bien compte que quand vous avez du fichier Iceberg, quand vous avez des tables Iceberg, pardon, vous devez lire plein de fichiers de métadonnées avant de commencer à faire une requête. Alors que là, finalement,
vous avez récupéré l'extension DuckLake. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller lire dans votre repository qui est la base de données et elle va créer, entre guillemets, une pseudo-vue qui va être l'association de tous les fichiers parquets sous-jacents et vous allez requêter ça sans avoir à vous poser de questions. Donc finalement, quelque chose d'extrêmement rapide en termes de metadata scanning par rapport à ce qu'on pouvait avoir précédemment. Alors, les défenseurs de ces autres, des formats de table dont on parlait jusque maintenant vont nous dire, oui, mais si tu as un catalogue, de toute façon, ce metadata scanning et cette rapidité, tu l'as déjà. C'est vrai. Mais DuckDB a ce côté très léger et très facile en termes d'infra, qui est quand même super intéressant sur ce sujet. Et moi, c'est une bonne extension finalement de choses que j'ai pu faire par le passé. Et effectivement, quand je vois le lakehouse que j'ai monté pour des clients basé sur du DuckDB, finalement, c'est super bienvenu d'avoir ça parce que ça permet d'entamer l'étape suivante de manière super intéressante. Et un positionnement qui finalement cherche pas à venir sur le terrain des clouds publics, mais plutôt Absolument. peut-être à Edge, on-prem, mais sur des périmètres plus légers, mais on n'est pas tous à bord. Il n'y aura jamais de capacité de faire du traitement distribué avec du Spark, puisque ça restera un moteur DuckDB qui va lire ce qu'il y a dans ce Duck Lake. Donc, ça sera toujours mono-instance en termes de traitement. Donc, foncièrement, vraiment quelque chose d'extrêmement simplifié qui résout pas mal de trucs. On a vu des gens faire des tests de certaines choses en mettant du Apache Arrow pour pouvoir faire les écritures et je te fais faire un data lake like avec DuckDB. Foncièrement, là, il y a vraiment un truc beaucoup plus simple que là-dessus, de ce point de vue-là, quoi. Donc, vous imaginez bien que je vais sortir de mon objectivité naturelle et vous dire que c'est super, comme d'habitude quand il s'agit de parler de DuckDB. Bah, toi, tu fais une magnifique conclusion parce que c'est un peu comme quand on pose la question, vous préférez les Beatles ou les Stones? Moi, je réponds toujours les Kings. Tu leur as donné la chute de cet épisode en disant que voilà, dans cette fameuse opposition à Delta Iceberg, il y a un nouveau challenge. Et tout à l'heure, tu parlais de la capacité à passer de l'un à l'autre. Il y a un gars qui est très actif dans le monde Microsoft sur Fabric qui s'appelle Mimoun Jwala, qui a écrit un post. Lui, son premier truc qu'il a essayé de faire, c'est de prendre un Duck Lake et de régénérer le log Delta. Donc, il a publié un petit notebook qui permet de faire cette régénération du log Delta, du transaction log de Delta, et donc de dire, bon, j'ai mon Duck Lake, et finalement, est-ce que je suis capable de régénérer ce transaction log et de relire depuis Fabric derrière ma Delta Table qui à l'origine était une base Duck Lake et le mec a dit ouais il y a 15 lignes de Python à écrire quoi, enfin j'exagère peut-être mais peut-être un peu plus mais voilà c'est le truc super facile à faire finalement de se dire là-dessus et je crois d'ailleurs que c'est dans la roadmap des mecs qui sont derrière le Duck Lake de créer de l'interopérabilité avec les deux autres formats parce que ils savent bien que les gens peuvent avoir besoin d'adosser à cette donnée qui est dans le Duck Lake à un moment donné des outils qui sont différents, qui auront pas de connecteur ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Ben, on a parcouru un beau chemin depuis les fichiers CSV en texte brut. Et effectivement, oui, on a retracé là peut-être quand même une bonne quinzaine d'années d'évolution de ces idées de stockage et d'analytique. Ouais. Et effectivement, donc donc les deux grandes étapes finalement que vous pouvez avoir devant vous, il y en a presque trois. Les deux grandes étapes, c'est la première étape. Vous recevez de la donnée en CSV, vous la mettez en fichier parquet, généralisez ça, faites ça systématiquement. Vous bénirez d'avoir fait cet effort quand vous devrez relire ces données a posteriori. La deuxième étape, c'est effectivement, si vous voulez pouvoir faire du time travel, pouvoir avoir un peu de scalabilité sur ces fichiers parquets et limiter les opérations pénibles d'update, de réécriture, tout ce que vous voulez. Adopter l'un des formats tables. Et la troisième étape, c'est effectivement aller vers un catalogue à côté de vos formats tables pour pouvoir
mieux les accéder, mettre un peu de gouvernance dessus, quoi. C'est vraiment les 3 gros crans qu'il faut traverser si vous voulez avoir un lakehouse qui fonctionne et qui vous permette de faire des choses. Eh ben, mon cher Paul, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Enfin, un tour. On n'est jamais exhaustif, hein. On aurait pu rentrer à 3 levels en dessous en termes de complexité qu'on aborde, mais foncièrement, je pense que ça permet de refaire une petite synthèse sur le sujet, et d'apporter un peu euh, de vernis à nos auditeurs sur le sujet. Donc c'est pas mal, quoi. Et sans digression, sans trop de digression pour une fois. On dirait à l'écoute de cet épisode, mais on est resté quand même assez Ouais, centré on est resté très sur le sujet. focus finalement. On essaye on est malade mais on se soigne, hein, vous remarquerez. On est malade mais on se soigne, et donc effectivement, on reviendra assurément sur ces formats de table, je pense, dans les épisodes qu'on pourra faire avec nos amis de Databricks. On n'a pas encore programmé ça, mais on va essayer de programmer ça avec eux parce que ils ont assurément, au retour de leur summit, des choses à nous raconter. Et je serais pas étonné qu'autour du Lakehouse, il y ait quelques annonces qui nous permettent de faire ça, puisque ça se déroule exactement en ce moment, alors qu'on est en train d'enregistrer cet épisode. Donc, on ne sait pas encore de quoi on va parler avec eux, mais il y aura vraisemblablement des choses qui tourneront autour de comment faire des data warehouse et des lakehouse, j'en suis certain. Et faites un tour aussi, petite recommandation de notre cher confrère, le data sommelier Stéphane Eckel. Faites un tour sur les meet-up et les replays YouTube de Datanosco, où les sujets ont beaucoup été abordés aussi, hein, pour Ouais, tout à l'iceberg, fait, tout à de la fait. comparaison. Vous allez retrouver des choses très intéressantes là-dessus. Il y avait notamment, si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire sur Iceberg, il y avait un épisode avec Jean-Baptiste Onofray, qui est le lead, je sais plus s'il est lead sur Iceberg ou quelle est sa position dans la Apache Foundation sur le sujet Iceberg, mais qui en parle vraiment de manière super intéressante puisqu'il bosse chez Dremio, hein. En plus, donc épisode super intéressant, et je crois que à l'heure de la diffusion de cet épisode, ils seront passés, mais il y avait des meet-up qui étaient organisés sur ces sujets-là dans la semaine qui vient, et il y aura sûrement des replays que vous pourrez aller consulter sur ces meet-up parce que ce sont des sujets où vraiment, si vous mettez la main dedans, vous allez voir que techniquement, c'est super intéressant de ce point de vue-là, quoi. Voilà. Paul, est-ce que tu as quelques messages que tu veux faire passer? Restez attentifs à la page LinkedIn de la Global AI Community virtuelle francophone. On est un petit peu moins présent en ce moment, mais on a quelques sujets qui vont venir en particulier autour d'Azure AI Foundry. Et bon, on va continuer à décortiquer les annonces. Nous, c'est la Microsoft Build là, qui vient de se passer. Il y a quand même pas mal de boulot pour aller encore décortiquer les choses, et on espère vous faire quelques petites démos justement sur ces lives de la Global AI Community. Excellent. Excellent. Effectivement, ouais, j'ai pas encore eu le temps de regarder, mais il faudrait que je regarde ça un petit peu plus en détail. Mais il doit y avoir des choses. Ça serait peut-être pas inintéressant qu'on se fasse un petit épisode justement sur ces annonces build, notamment sur la partie, je pense, sur la partie fabrique et sur la partie gouvernance, où il y a pas mal de choses que je sais que Purview pour être un peu confronté au sujet de Purview chez un client que j'accompagne depuis quelques mois. Purview est vraiment en train de monter en puissance en termes d'outils de gouvernance. On aura vraisemblablement des choses à raconter là-dessus. Pour ma part, au moment de la diffusion de cet épisode, je pense que peut-être que le replay de ma conférence au Vox Days Luxembourg sera en ligne. Et donc, je peux pas vous dire si ça sera bien passé, puisque je ne sais pas encore, c'est la semaine prochaine. Mais vous pourrez vraisemblablement regarder ça. Ça parle d'IA sur votre poste de travail, et comment faire tourner des modèles sur votre poste de travail, et pas toujours être en train de faire des appels aux API Cloud pour faire des choses intéressantes sur votre poste de travail. Donc, je vous inviterai à regarder ça, si vous voulez bien. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, tout du moins un aussi bon moment que nous avons eu pour l'enregistrer. Et puis, on vous retrouve très bientôt. À bientôt.